Ça mène à un cul-de-sac. On n'ira pas tellement loin. Je ne dénonce pas les personnes qui ont proposé ces référendums, mais ce que ces personnes-là n'ont pas expliqué au peuple québécois, c'est que l'étapisme peut être très, très long. Demander des amendements constitutionnels, demander une nouvelle négociation, ça peut prendre du temps. On peut passer une génération de jeunes militants et de jeunes militantes indépendantistes. Avec cette technique de l'étapisme, on va les détruire. C'est ce qui se produit un peu en ce moment. Les gens sont fatigués parce que ça n'avance pas. Autre exemple de la souveraineté défensive. Je vais passer ça, c'est pas très intéressant. Le reste du monde vit en mode de souveraineté offensive. Maintenant, au niveau international, j'expliquais tantôt que la conception de la souveraineté est offensive. La preuve, on a vu plusieurs peuples accéder à l'indépendance politique. Il y a eu 2 jurisprudences phares dans l'histoire du peuple des droits à disposer d'eux-mêmes. Et là, je vous parle de jurisprudence de la Cour internationale de justice. La première, en 1971, c'est le cas de la Namibie, le sud-ouest africain. Quand j'étais plus jeune, j'appuyais le mouvement de libération nationale, la SWAPO. La Cour internationale de justice a expliqué par le juge Amoun, décision majoritaire, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a existé de tout temps et que nier ce droit, c'est nier un droit naturel. C'est pas une histoire nouvelle, ça a existé de tout temps. C'est quand même extraordinaire parce que dans le cas de la Namibie, les colonialistes disaient le peuple namibien ne peut pas accéder à l'indépendance parce qu'il y a plusieurs langues parlées sur le territoire, parce qu'il y a plusieurs religions, et compte tenu qu'il n'y a pas une unité politique et sociologique de toute la population du territoire, c'est un État qui n'est pas viable. Or, aujourd'hui, la Namibie est membre des Nations Unies. Les vieux juristes anglo-saxons se sont trompés, encore une fois. Un autre cas très important, c'est celui du Sahara occidental en 1975. Pour l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que vous soyez en phase coloniale ou non, là n'est pas la question. Le droit des peuples est un droit inaliénable, imprescriptible, indivisible et incessible. Le premier qui a appliqué le droit des peuples tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est le peuple américain. Le deuxième est le peuple français, qui a fait l'expansionnisme du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la France jusqu'aux Balkans. Ce droit a été reconnu pour des peuples européens, mais à l'époque, on ne le reconnaissait pas aux peuples de l'Asie et de l'Afrique. À la Première Guerre mondiale, il y a eu un phénomène à l'intérieur du cadre de l'Europe, l'affaiblissement de l'impérialisme britannique. Le peuple irlandais a alors exercé son droit à disposer de lui-même. C'est très intéressant. Je le cite parce que le cas irlandais ressemble beaucoup à celui du peuple québécois. Les indépendantistes irlandais ont proclamé unilatéralement leur droit à l'indépendance. Ils n'ont pas attendu la permission de Londres. Ils l'ont proclamé immédiatement. Ils ont décidé et l'ont décidé eux-mêmes avec force et beaucoup de sacrifices, mais ils l'ont réalisé. Aujourd'hui, il y a encore une question au sujet du droit des peuples, celle de l'intégrité territoriale. Est-ce que ce concept tient? Beaucoup d'États disent « je dois protéger mon intégrité territoriale ». Les autres peuples n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes s'ils interfèrent avec mon intégrité territoriale. Or, ce concept a été battu en brèche par les 2 décisions de la Cour internationale de justice que je vous expliquais plus tôt. Et aujourd'hui, pour les peuples, la seule façon de pouvoir protéger, par exemple, leur culture ou leur langue, c'est de choisir une nouvelle forme étatique, c'est-à-dire de devenir un peuple indépendant. Tous les phénomènes depuis la Deuxième Guerre mondiale nous démontrent très clairement que le droit des peuples est un droit naturel et normal. Et c'est un droit qui est imprescriptible. Donc, si pour les autres peuples, ce droit est imprescriptible, incessible et inaliénable, eh bien, le peuple québécois n'est pas différent des autres peuples. La même chose s'applique pour lui. La souveraineté appartient au peuple lui-même. Je trouve ce passage particulièrement intéressant parce que c'est une chose qui n'est pas révélée, qui n'est pas dite et qui est sur la chose sur laquelle je trouve que ces vigiles devraient être l'enjeu permanent. Qui détient la souveraineté ici au Québec pour le peuple québécois? Je vais vous faire une révélation. C'est le peuple québécois lui-même qui détient sa propre souveraineté. Elle lui appartient. Au Canada, le pouvoir souverain n'appartient à aucun des paliers du gouvernement. Le fédéral ne peut pas de lui-même amender la Constitution. Une province d'elle-même ne peut pas amender la Constitution. Mais le peuple québécois, lui, détient ce pouvoir de souveraineté.
il n'en tient qu'à lui de l'exercer pour son propre compte. Certains me diront, oui, mais écoutez, le peuple n'a pas fait de référendum, n'a pas fait ceci ou cela, n'a pas gagné les élections. Mais je vais vous donner l'exemple d'un peuple qui n'a pas attendu sa classe politique pour exercer sa pleine souveraineté. Ce peuple est un grand peuple, c'est le peuple allemand. Après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple allemand a été vaincu. C'est par la folie d'Hitler, peu importe, mais le cas demeure intéressant. Le peuple allemand était vaincu. L'État allemand a été divisé en deux et pendant une certaine période, il n'existait plus. Mais le peuple allemand, lui, existait. Très intéressant. Or, un jour, en 1989, les gens de Leipzig ont commencé à allumer des chandelles pour la réunification de l'Allemagne. Pourtant, des puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale interdisaient la réunification de l'Allemagne. C'est pas la classe politique de l'Est ni de l'Ouest qui a insufflé le mouvement de souveraineté. C'est le peuple allemand avec des crises de chandelles. C'est un exemple. Le peuple allemand a exercé lui-même son droit à disposer de lui-même. Il a réunifié son pays à la face du monde et la classe politique allemande a suivi. Donc, théoriquement et politiquement, on pourrait penser la même chose au Québec. Les Québécois pourraient commencer, par exemple, un certain vendredi, en un certain endroit au Québec, sur une certaine place, à faire des rassemblements de masse et proclamer une fois pour toutes la déclaration unilatérale d'indépendance. C'est tout. On a le droit de le faire. On peut le faire et nous devons le faire. C'est très important pour la santé de notre peuple de le faire. C'est très important de faire ce que nous faisons. Donc, j'ai un cas d'espèce à vous souligner. C'est le cas de la République arabe unie. Très, très intéressant. Nasser avait une conception du panarabisme qui voulait réunir tous les peuples arabes. Il a commencé par punir le peuple égyptien. Il a commencé par unir le peuple égyptien. C'est le peuple égyptien qui l'a puni dernièrement. Avec un autre peuple, le peuple syrien. Ils ont créé la République arabe unie, un État fédéral qui avait pour capitale le Caire. Au Caire, il y avait des députés égyptiens et syriens. Dans le cabinet de Nasser, il y avait des ministres égyptiens et des ministres syriens. Or, il s'est produit un événement en 1961. Le peuple syrien, dans cet État fédéral, a décidé de disposer de lui-même. Toute la députation syrienne est retournée à Damas. Tabarnak, j'ai pas oublié une page pour vous. Ouais, j'ai oublié une page. Non, moi, qu'est-ce que c'est ici? Oh man, j'ai oublié une page. Toute la députation syrienne est retournée à Damas sous la volonté du peuple syrien. Il y a seulement les ministres du cabinet Nasser qui sont restés au Caire. Mais le peuple syrien a retrouvé à cette occasion son intégrité totale et complète par la volonté du peuple. Les députés ont suivi la volonté du peuple. Ensuite, la personne, Jean-Luc Deveau en question, parle de la situation il y a quelques années où à la Chambre des communes, les bloquistes et les souverainistes au Québec, par le Parti québécois, nous avions une députation dans les deux chambres, donc une députation bicamérale, totale et majoritaire. Ce que Jean-Luc Deveau dit, c'est qu'à cette occasion-là, on a manqué une occasion historique, faire en sorte que la stratégie indépendantiste du Québec indique aux députés fédéraux bloquistes de réintégrer l'Assemblée nationale du Québec et de se rassembler en constituante pour déclarer unilatéralement l'indépendance du Québec. C'était une occasion qui a été ratée. Et elle est toujours devant nous. Et tout à l'heure, Charles parlait de ce qui nous attendait au vigile pour garder le mouvement fort et faire en sorte qu'il se construise et qu'il devienne vraiment un mouvement conséquent et cohérent. Il y a un type à Québec qui nous a précédés dans les vigiles qui s'appelle Luc Archambault, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui depuis le 19 février dernier se réunit sur la place Souverain du Québec devant l'Assemblée nationale. C'est lui qui a initié ce mouvement des vigiles-là. Nous l'avons suivi. Comme on le disait tout à l'heure, quelques autres villes ont suivi le pas. Mais ce que ce type-là propose est peut-être éminemment intéressant et je trouve qu'il va dans la suite de ce que je viens de vous lire de Jean-Luc Deveau. Il dit que le peuple et nous, là, ce qu'on est en train de faire, je trouve que ce devrait être le but ultime de notre entreprise, doit faire comprendre rapidement à la députation québécoise, qu'elle soit au Québec, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à Ottawa, la volonté claire et nette du peuple québécois de ne plus subir plus longtemps cette situation antidémocratique qui est la nôtre.
tu parlais depuis 400 ans, depuis 30 ans, la Constitution canadienne n'a pas été ratifiée par le peuple québécois. C'est une situation antidémocratique. Partant du principe de la révélation de Jean-Luc Deveau sur la souveraineté qu'elle était, c'est celle du peuple d'abord et avant tout. Le peuple n'est sujet de personne. Nous sommes la majesté du peuple. Je veux dire, le peuple, c'est lui qui décide. Partant de ce principe-là, qui à mon avis tient de l'ordre de la révélation, personne n'est conscient de ça. Il n'y a aucun État qui ne peut se substituer à cette autorité légitime, inaliénable, irrépressible et incessible qui est la souveraineté première du peuple québécois. On doit indiquer aux gens qui sont nos députés fortement, majoritairement et massivement le désir du peuple québécois de voir ces gens-là se réunir en constituante à Québec pour faire en sorte d'écrire une constitution primordiale qui décrète en très peu de mots dans un texte succinct ce que je viens de vous dire, c'est que en démocratie, c'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui décide et qu'il n'y a aucun État qui peut se substituer à cette autorité une et fondamentale. Je pense que ça va être un rapport de force qui ne va pas non seulement être retrouvé, ça va être un rapport de force inédit. Inédit. C'est qu'on va avoir dit non au Canada et oui à nous-mêmes en même temps. Donc c'est à ça que je pense que les vigiles doivent se consacrer. Je vous remercie, je vous lirai à la prochaine page une prochaine fois. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo. Cadeau ta liberté. Non, monsieur. Non, monsieur, ça ne se donne pas cadeau. La liberté, ça se mérite. Et maintenant, si tu veux être député pour toucher l'argent, avoir les honneurs, et venir te foutre de la gueule du peuple, que lui cherche sa liberté. Dehors! Et le parti, dehors! On veut un parti puis que ça s'arrête. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Ça suffit. On l'a compris, je pense. J'aimerais juste rajouter un truc au sujet de ce que vous disiez, intéressant. On peut nous filmer ensemble, ça va faire un two-shot, splendide. Ce que vous avez dit et ce que Jean-Luc Deveau disait dans le texte, je pense que vous ne l'avez pas entendu. La liberté, ça se mérite. La liberté, il y a un livre que je vous inviterai à lire, que j'ai découvert quand on a fait le Moulin à Parole en 2009, c'est Le Canadien français son double de Jean Boutillette. Un livre qui, curieusement, n'est plus disponible en librairie. On peut le commander par Internet, je l'ai fait, je l'ai lu, c'est un grand ouvrage politique, Et dans ce texte, sa conclusion ressemble beaucoup à celle de Jean-Luc Deveau. La liberté du peuple québécois, si on cherche un trait distinctif au peuple québécois, c'est sa liberté. Nous sommes libres avant d'être asservis. La liberté, elle est innée et l'asservissement, elle est acquise. Et elle est acquis. Donc en ce sens-là, je pense que Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois, sans évacuer la très juste scrupule ou la très juste inquiétude qu'on peut légitimement avoir de penser que certains de ces politiciens-là sont totalement compromis et marchent main dans la main avec des pouvoirs financiers qui se complaisent et qui tirent profit de cette division du peuple québécois. Je pense que autant les députés que les politiciens, que les ministres, que le peuple en entier, nous sommes tous compromis autant que nous sommes dans cette négation au jour le jour de notre identité première qui est notre liberté. Et donc en ce sens-là, je trouve encore une fois, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Charles, on aura beau faire des conférences en plein air sur 1 million de sujets, si nous ne parlons pas systématiquement et à tous les jours de cette chose qu'il faut qu'il soit révélé au plus grand nombre, nous faisons fausse route. Et c'est de ça dont il faut parler sans arrêt à l'avenir. Parce que quelqu'un qui se rend compte qu'il est libre et qu'il est asservi, et je pense que la plus grande majorité des Québécois n'ont pas fait ce constat-là, quelqu'un qui se rend compte de ça n'accepte plus qu'un jour de plus cette situation-là prévale. Donc c'est en ce sens-là que je pense que ici, c'est pas un espace de blablabla, c'est un espace où nous allons marteler sans arrêt cette chose évidente et faire en sorte que nous qui sommes à l'extérieur des édifices publics, nous qui sommes en dehors de nos pratiques quotidiennes et de nos métiers, des citoyens d'abord et avant tout du peuple québécois, nous allons faire en sorte
que cette idée-là soit